Salut tout le monde, aujourd'hui deuxième vidéo de notre série sur Julian Assange, et vu que hier on a vu comment fonctionnait Wikileaks, aujourd'hui on va s'intéresser un peu de plus près à toutes les révélations qu'a fait ce média en quelques années, et vu qu'il y a pas mal de trucs, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec une histoire. En 2007, durant la guerre d'Irak, deux journalistes de Reuters, une des plus grandes agences de presse au monde, se font tuer par des insurgés. En tout cas, c'est ce que dit l'armée états-unienne, et ouais, parce que dans cette vidéo, on va dire états-unien et pas américain, histoire de rétablir un petit peu les choses. Sous l'insistance du responsable de Reuters en Irak, l'armée montre une petite vidéo. Les journalistes ont en fait été abattus parce qu'ils avaient une position qui pouvait laisser croire qu'ils étaient armés. Mais jamais la vidéo complète, ni le rapport, ni la bande-son ne sera délivrée par l'armée. Et c'est que 3 ans plus tard, le 5 avril 2010, que Wikileaks sort la vidéo en entier avec la bande-son, etc. Et c'est là où on se rend compte que la première version qui a été balancée par les États-Unis, n'était pas très vraie. Voire pas du tout vrai en fait. Issu d'une caméra d'un hélicoptère Apache, on y voit pendant 40 minutes des soldats tirer sur des hommes désarmés, puis sur les journalistes, puis après on voit un tank rouler sur un civil et des rafales envoyées sur une camionnette qui servait alors d'ambulance. En plus des morts, 2 enfants seront blessés dans l'opération. Pendant ce temps, les soldats états-uniens criaient pour avoir l'autorisation de tirer, puis ils ont ricané et enfin insulté ceux qui venaient de tuer. Comme on l'a vu, Wikileaks ne fait que diffuser l'information. La fuite vient d'une soldat qui s'appelle Chelsea Manning et qui sera enfermée pendant 10 ans dans une prison militaire avant d'être graciée par Obama. Et si Chelsea Manning a été prise, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'avant d'avoir contacté Wikileaks à travers les réseaux sécurisés et tout ça qu'on a vu au premier épisode, elle a contacté le Washington Post et le New York Times. Et c'est probablement en faisant ça qu'elle s'est fait repérer et c'est à cause de ça après qu'elle a été condamnée. Donc ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que tu as des soldats américains qui ont tué des civils innocents. Tu as des soldats américains qui ont tué des journalistes et tu as des supérieurs qui ont essayé d'étouffer l'affaire. La seule personne qui sera jamais condamnée pour cette histoire, c'est la personne qui a fait fuiter cette vidéo. Et le média qui l'a diffusée, lui, il sera harcelé, il sera oppressé, comme peu de gens le sont, et notamment Julian Assange. Et là, on comprend pourquoi Assange, il flippe un petit peu de se faire juger aux États-Unis. Mais quelques mois après ce premier coup d'éclat, Wikileaks publie d'autres documents, 70 000, et qui concernent cette fois la guerre d'Afghanistan. On y apprend, par exemple, que l'armée française a blessé 8 enfants en mitraillant un bus rempli en 2008. Et pareil d'ailleurs pour les États-Unis qui ont tué de la même façon 15 personnes, ou par exemple que l'armée polonaise a tiré au mortier sur un mariage. En tout, c'est plus de 20 000 morts qui sont décrits dans ces documents. On y découvre alors que le nombre de morts officiels et notamment civils est en dessous de la réalité. On y apprend aussi que le service de renseignement états-unien soupçonne le Pakistan d'entraîner et d'armer des insurgés afghans depuis 2004, que les radios afghanes étaient corrompues par l'armée pour diffuser du contenu états-unien, ou encore qu'une unité secrète, la Task Force 373, avait pour but de traquer, tuer ou capturer sans procès des cibles afghanes. Les événements de cette unité sont décrits et c'est pas vraiment Jojo. On y parle notamment, par exemple, d'une école attaquée qui tue 7 enfants sans qu'aucune cible ne soit atteinte. Une affaire comme beaucoup d'autres qui a dû être étouffée par l'armée américaine. Et c'est d'ailleurs la première fois que Wikileaks travaille avec d'autres journaux, que ce soit pour traiter les informations ou alors pour les diffuser largement. Et là, ce qu'on voit, c'est que tu as une autre dynamique qu'on n'a pas discutée au premier épisode, c'est que Wikileaks, par ses démonstrations et son savoir-faire, poussait les autres médias et surtout les autres journalistes à faire véritablement de l'investigation. C'est-à-dire que les médias avec Wikileaks, ils avaient suffisamment de fierté et de puissance pour faire leur vrai boulot et que c'est pas juste Wikileaks le problème, c'est toute la dynamique que pouvait générer Wikileaks et qui influençait largement et positivement les autres journaux. Ce qui fait qu'ils étaient d'autant plus dangereux qu'ils pouvaient faire des petits. Mais tout ça, ce n'est absolument rien par rapport à ce qui va suivre. Quelques mois plus tard, en octobre 2010, ce sont près de 400 000 documents qui fuitent sur la guerre d'Irak. Toujours d'ailleurs grâce à Chelsea Manning, ce qui constitue en réalité la plus grande fuite de fichiers classifiés de l'histoire des États-Unis, rien que ça. Avec ça, on a le compte-rendu le plus fidèle et le plus complet qu'on a jamais eu d'une guerre des États-Unis. Et forcément, là-dedans, tu as pas mal de trucs qui sont un peu dégueulasses et on va essayer de voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ces archives. De nombreux rapports parlent de tortures infligées aux prisonniers par l'armée irakienne avec la complicité et parfois même la collaboration de l'armée états-unienne. Le nombre de rapports ainsi que les ordres secrets demandant de passer sous silence les actes de torture montrent qu'il y avait là-dedans une banalité assumée par l'armée qui refusait de voir le sale boulot fait par les Irakiens. Il y a même des vidéos de torture qui ont été publiées, voilà.
Bon, évidemment, on ne va pas les montrer ici, mais elles existent, et forcément, c'est dur à assumer pour le gouvernement. Le nombre de morts, et notamment de morts civiles, ont largement été sous-estimés. D'après les archives, ce sont près de 110 000 Irakiens qui ont été tués en 5 ans. 110 000 Irakiens recensés comme morts par l'armée américaine. Donc ça veut dire probablement qu'il y en a plus que ça. Et ça ne prend pas en compte aussi ceux qui sont morts de la pauvreté, notamment suite à des blocus. Et ça ne prend pas en compte la misère, juste sans forcément que ça tue, mais la misère que ça a généré chez énormément de gens. Enfin bref, avec ces chiffres-là, tu te rends compte du traumatisme qu'a dû être cette guerre pour ce pays et pour cette région en général. Et tu comprends un petit peu mieux ce qui s'est passé par la suite, notamment avec la radicalisation. Les archives parlent de très nombreux incidents dans les points de contrôle tenus par l'armée états-unienne ou encore d'autres meurtres commis par des hélicoptères Apache, par l'unité Crazy Horse d'ailleurs, la même unité qui avait déjà commis les meurtres qu'on a vus au tout début de la vidéo. Tout ça est consultable sur le site avec un petit moteur de recherche qui fait plaisir. Bon, à partir de ce moment-là, on va pas se mentir, c'est la merde pour Wikileaks, sauf que ils ont annoncé qu'ils allaient faire d'autres révélations qui sont encore plus fortes, qui sont encore plus gênantes pour les États-Unis. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Fin 2010, à la suite de tout ce bordel, Wikileaks sort l'une de ses principales fuites. Les messages confidentiels de la diplomatie états-unienne. 250 000 câbles diplomatiques, dont 15 000 secrets ont été révélés et ils remontent jusqu'en 1966. On y découvre les jeux, les mensonges, les bluffs et les manipulations de la politique étrangère de la plus puissante nation au monde et, en passant, de la première armée au monde. On est là probablement face au plus grand trésor qu'a jamais déterré Wikileaks. Et c'est juste fou parce que c'est typiquement ce genre de document qui ne devrait jamais, mais jamais se retrouver sur la place publique. Et ça a été fait tout en gardant l'anonymat de la source. Donc ça veut dire en gros que Wikileaks envoyait un message à tous les potentiels lanceurs d'alerte, c'est qu'ils pouvaient faire fuiter n'importe quel document, il resterait en sécurité. Donc évidemment, ça a fait flipper énormément de personnes, ce qui explique pourquoi évidemment les États-Unis sont allés dans une guerre littéralement contre Wikileaks et contre Julian Assange, mais pourquoi aussi la quasi-intégralité des autres gouvernements, ils ont suivi les États-Unis et ils n'ont pas bronché en offrant l'asile politique ou un truc comme ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est fini, c'est clair, c'est signé, Wikileaks ça devient l'ennemi numéro 1 des gouvernants et notamment des États-Unis. Et là-dedans, tu as 250 000 messages. Donc évidemment, on ne va pas faire le tour exhaustif, tout ça. On va essayer de vulgariser des personnes qui ont vulgarisé ce qu'ils ont découvert dans ces trucs-là. Donc si tu veux aller voir, évidemment, tu peux aller sur le site de Wikileaks, comme ça tu sauras précisément ce que disent ces documents. Et là, on va juste essayer de rapidement en parler. Alors, on y trouve notamment des notes qui parlent du président tunisien de l'époque, Ben Ali, comme au centre d'une corruption organisée, comme un dirigeant qui obtient tout ce qu'il veut et qui possède la quasi-totalité de l'économie du pays. Ce qui est drôle, c'est que c'est aussi noté que les États-Unis ne soutiendraient pas le pouvoir en place s'il y avait une révolte. Et forcément, conséquence logique, il y a une révolte et Ben Ali est destitué. D'autres pays arabes feront de même et donneront naissance à ce qu'on a appelé les printemps arabes. Autre bombe, Hillary Clinton a demandé à ses ambassades d'espionner l'ONU et de faire des rapports sur son secrétaire général ainsi que des dirigeants de différents pays comme la Somalie, l'Afghanistan ou la Corée du Nord. Ça pouvait aller des données biographiques aux relevés biométriques ou encore aux différentes volontés de tel ou tel diplomate étranger. Ce qui est évidemment en totale violation avec les accords internationaux. Et il y avait aussi le gouvernement australien par exemple qui annonçait en public retirer ses troupes d'Irak mais disait en douce aux États-Unis qu'il restait en réalité sur le terrain. Ou alors, par exemple, le fait que les États-Unis, ils ont bien bossé pour essayer d'éviter que Correa devienne le président en Équateur. Ce à quoi le bougre répondra avec brio quelques années plus tard, comme on verra demain. Ou encore, les liens secrets avec les services de renseignement suédois et l'Empire, des demandes pour échanger une rencontre avec Obama contre des prisonniers de Guantanamo, des fausses fuites qui ont été organisées par la France pour exagérer le rôle de la Syrie dans la libération de Clotilde Reiss et du coup glorifier un peu la politique étrangère de Sarkozy, ou encore des relations entre des parlementaires états-uniens et israéliens pour préparer la prochaine guerre du Proche-Orient. Ces révélations, elles ont été critiquées parce qu'elles auraient mis en danger certaines personnes. Parce que la diplomatie, des fois, c'est un peu chaud, donc ça aurait pu mettre, c'est vrai, en danger des gens. Le problème avec cette accusation qui est possible, ce qui est possible parce que Wikileaks, normalement, ils essayent de faire en sorte de protéger les gens en ne publiant pas tous les documents, mais peut-être que des fois, ils ont fait une erreur ou parce qu'ils voulaient faire la une et tout ça, ils ont publié un document qu'ils n'auraient pas dû normalement publier. Le problème avec cette accusation, c'est qu'on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple qui montre que ces révélations ont mis en danger quelqu'un. Donc voilà. Donc peut-être, c'est possible, mais tant qu'on n'a pas d'exemple, on ne peut pas l'affirmer.
Et ça a été publié pendant l'âge d'or de Wikileaks, c'est-à-dire en 2010. Et évidemment, ils ont publié plein d'autres trucs avant et après, et si on veut pas que cette vidéo soit très très longue, eh ben on va juste faire rapidement un tour d'horizon de ça. En 2008, ils balancent des documents de préparation de l'ACTA, un traité international sur la propriété intellectuelle rédigé dans le plus grand secret et dénoncé par le joueur du grenier. Et oui, je sais pas si tu te souviens de cette vidéo, putain on commence à se faire vieux. Pareil en 2015 avec un autre traité sur les services, cette fois qui se nomme TISA. Et si on reprend notre chronologie, donc après 2010 c'est 2011, et en 2011 c'est des milliers de documents sur Guantanamo qui deviennent publics, montrant les tortures, les procès injustes et les détentions d'innocents malgré les discours de l'administration Obama. En 2013, c'est plus d'1 million de câbles diplomatiques états-uniens qui sont publiés, couvrant la période où Kissinger était conseiller d'État entre 73 et 76. En 2015, des documents montrent que la France a été espionnée par la NSA pendant plus de 10 ans, ainsi que ses plus grandes entreprises du CAC 40. Et ça concerne aussi bien des parlementaires, des ministres, mais aussi les présidents, du coup, Chirac, Sarkozy et Hollande. Et forcément, Hollande, quand il a découvert ça, il a fait du Hollande, quoi. Il a regardé ses chaussures. Et dire que quelques années plus tôt, tu avais De Villepin qui faisait son discours à l'ONU, qui s'opposait aux États-Unis, en posant un veto en disant qu'il vaut mieux désarmer l'Irak plutôt que lui faire la guerre. Ouais. En 2016, ce sont des fuites des mails de l'équipe d'Hillary Clinton avant les présidentielles qui sont organisées. On y découvre notamment que les primaires ont été truquées à la faveur de Clinton et contre Bernie Sanders. Wikileaks a enchaîné et a tenté de choper des infos, notamment sur les déclarations d'impôts de Donald Trump. C'est d'ailleurs à ce moment que les médias, qui avaient d'ailleurs lâchement abandonné Assange à son sort, ont voulu faire de lui un pro-Trump. Bon, déjà, c'est un peu contestable au vu du bonhomme qu'on commence à connaître. Mais surtout, ça pose une question de journaliste. C'est que si tu es au courant d'une information aussi importante que quelqu'un qui a truqué les élections, est-ce qu'il faut que tu le gardes pour toi et que tu le révèles à personne si et seulement si cette révélation va peut-être à l'encontre de ton candidat que tu avais choisi? Est-ce que les intérêts militants passent avant ou après ton métier de journaliste? Voilà. Dit comme ça, évidemment, la réponse ça peut paraître évidente pour des gens qui sont des journalistes et notamment des journalistes d'investigation, mais vu la presse française et vu les réactions qui se sont enchaînées à ce moment-là et qui ont tous critiqué Julian Assange, eh ben c'est pas mal de la reposer quand même. Et c'est là où tu te rends compte que la frontière entre militants et journalistes, eh ben elle est assez floue, notamment concernant certains militants français, enfin journalistes français, enfin les deux, on sait pas trop, vu ce qui s'est passé. Et que du coup, c'est quand même pas mal d'avoir des gens comme Wikileaks qui ne se posent pas forcément la question des intérêts, mais qui se posent la question de la vérité. D'ailleurs, il s'est passé la même chose avec les Macron Leaks pendant la campagne présidentielle, où tu as eu plein de mails de l'équipe de campagne de Macron qui ont fuité. Bon, tu as deux trucs par rapport à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas forcément de choses hyper intéressantes là-dedans. Tu n'as pas des mails ultra importants qui ont fuité, c'est surtout de l'organisation. Et deuxièmement, c'est pas forcément Wikileaks, enfin, c'est même pas du tout Wikileaks qui a sorti ça. C'est arrivé sur 4chan, puis ça a été retweeté, machin. Après, c'est vrai, Wikileaks l'a partagé, mais c'est pas une information de Wikileaks en soi. Mais rien que le fait qu'ils l'ont partagé, ça a dû pas mal énerver Macron, et ce qui explique pourquoi ils n'ont pas du tout accordé l'asile politique à Julian Assange. Bon, ça et le fait aussi qu'on est les laquais des États-Unis. Peut-être ça avant l'autre plutôt. Dernière révélation qu'on va voir ensemble, ça s'appelle Vault 7. Ça a été publié en 2016 par Wikileaks. Et pour comprendre rapidement ce que c'est, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé avec Snowden pour la NSA, sauf que là, ça concerne la CIA. En gros, c'est la publication de milliers de documents et de programmes informatiques qui montrent qu'il y a une surveillance de masse organisée par la CIA. Ça comprend les vastes programmes d'espionnage qui est capable d'organiser l'organisation à travers les téléphones, et notamment les iPhones, les clés USB, les téléviseurs, les voitures récentes. D'ailleurs, en piratant les téléphones eux-mêmes, ils passent à travers pas mal d'applications de chiffrage, du style Signal, Telegram et tout ce genre de trucs. On a appris aussi que des hackers états-uniens se cachaient dans le consulat de Francfort au service de la CIA et qui profitaient de l'occasion pour pirater les réseaux informatiques de différents pays européens. Bref, comme d'habitude, là on parle de milliers de documents qu'il faut analyser et remettre dans son contexte pour en tirer des conclusions. Et surtout qu'en informatique, c'est très très facile de croire qu'on comprend quelque chose alors qu'en fait on comprend rien du tout. Donc je te mets en description des liens si tu veux aller plus loin et notamment les documents qui ont été mis à disposition par Wikileaks. Bref, pour résumer, Wikileaks, en quelques années d'existence, ils ont réussi à publier des millions de documents qui concernent des guerres illégitimes, qui concernent des mensonges d'État, qui concernent la diplomatie, qui concernent la surveillance de masse. On n'en a pas parlé aussi, mais qui concernent tout ce qui va être la fraude fiscale, qui concernent les différents traités internationaux qui sont organisés et négociés en secret. Bref, plein de documents de première importance qui ont été mis dans le domaine public sans passer par l'intermédiaire de presse mainstream. Et ça, tout en garantissant, du coup,
surtout l'anonymat de leurs sources, ce qui a comme but et comme objectif de motiver encore plus les lanceurs d'alerte de balancer des informations. En fait, Wikileaks, si tu veux, ils ont absolument tout fait pour devenir les ennemis numéro 1 d'à peu près tout le monde. Enfin, sauf du peuple. Mais sont d'à peu près tout le monde. Ce qui fait qu'en parallèle de toutes ces révélations, tu as une autre histoire, c'est celle de Julian Assange qui se fait traquer par les États-Unis et ses alliés, mais on va pas en parler aujourd'hui, non. Par contre, on va en parler demain dans la prochaine vidéo, donc la troisième de cette série de 5 vidéos consacrées à Julian Assange, vu que je vous rappelle, son procès c'est le 4 janvier, et que voilà, il faut essayer de se préparer à ça pour essayer soit de le faire sortir, soit au moins de ne pas oublier le combat qu'a représenté Wikileaks. En attendant, des bisous, et à demain.